Bonjour Olivier, Bonjour Vincent. pour ce nouvel épisode du Fougou. Au menu cette semaine, une nouvelle chronique, Les Brèves d'Olivier, puis nous allons enchaîner directement avec un tour, le fameux tour Inevitable Choice de Christian Grace. On enchaînera avec une ressortie de Daryl, Presto Printo, et surtout le match entre Presto Printo et l'imprimerie de Dominique Duvivier. On enchaînera avec une discussion à bâton rompu sur les programmes de fidélité et les cartes de fidélité de nos amis les marchands. Et on terminera par le tour de Dan Harlan qui est sorti récemment, en tout cas qui est sa version qu'il appelle Mental Block du Mental Cube. Et tout de suite, je vous propose qu'on attaque par les brèves. Les brèves, eh bien oui, c'est avec tristesse que nous apprenons la fin de la belle aventure du Smart Bastards Magazine. On l'avait évoqué dans notre numéro 5 en compagnie de Calix. Vu la charge de travail, malheureusement, voilà, ce sera la première et la dernière année. Mais la bonne nouvelle, c'est que Calix a mis à profit toute cette expérience d'écriture pour coucher ses idées sur le papier, et il y a un livre qui est prêt et on attend la date de sortie que j'espère il nous communiquera très bientôt. Connaissant Calix, on espère que ce sera sur du mentalisme, mais ça pourrait être des pièces, ça pourrait être des cartes, on ne sait pas. En tout cas, ce sera peut-être une belle surprise. Une autre nouvelle un peu plus triste, c'est la mésaventure qui est arrivée au petit magicien. Des personnes malveillantes qui s'en sont pris à leur site et qui ont dérobé leur base de données et tous leurs fichiers clients. Alors bon, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais ça fait écho à un sujet qu'on avait abordé dans le numéro 6 sur les supports dématérialisés et les risques de perdre toutes vos notices qui sont stockées sur des serveurs. Inevitable Choice. Donc c'est un tour assez simple. Une personne choisit une carte dans un jeu, la perd à l'intérieur du jeu, choisit des cartes à l'intérieur de toutes les cartes du jeu pour au final n'en garder qu'une seule. Et comme par hasard, cette seule et unique carte conservée par le spectateur est la même que celle qu'il avait choisie au départ. Alors, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien dans cette idée? Ce qui est bien, globalement, c'est tout ce qui est la construction du tour, toute la partie instruction, tout ce qui est les astuces, l'ensemble des éléments qui sont proposés par Christian Grace pour arriver à la finalité du tour. On a une très très grande liberté pour le spectateur, donc c'est aussi un aspect intéressant du tour. Ce qui est moins bien par contre, c'est que clairement, on nous vend matériellement un tour qui aurait dû faire l'objet d'un download ou de 10 pages dans un livre. Et c'est clairement vendu beaucoup trop cher pour ce que c'est. Par respect pour le créateur, on va pas dévoiler la méthode qu'il utilise, mais honnêtement, tout l'effort qui a été mis pour créer ce jeu qui permet de réaliser l'effet n'a aucun intérêt. Vous pouvez le faire vous-même avec les cartes que vous avez chez vous. Il n'y a rien de particulièrement compliqué pour refaire le jeu. C'est un très bon tour qui n'aurait pas dû être vendu comme un jeu gimmick, mais comme un download ou un tour dans un livre. Donc faites-le, réalisez-le parce qu'il vaut le coup, mais par contre, ne l'achetez pas, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Avant qu'on en parle, moi le tour m'avait semblé un peu brouillon. Le coup de faire des tas pour retrouver la carte, de la faire choisir d'abord, ça m'a pas beaucoup impressionné. J'étais parti sur une piste un peu différente, mais effectivement, après avoir vu ce que tu m'as montré, je partage totalement ton avis. L'idée, au final, peut être bonne, mais acheter un tour à ce prix-là pour ça, alors je sais, on va nous rétorquer que c'est l'idée qui compte, mais quand même, quoi. C'est l'idée qui compte, mais cette idée vendue sous forme d'un download ou d'un livre n'aurait jamais été vendue ce prix-là. C'est tout simple. C'est OK, l'idée est très bonne. S'il avait vendu que l'idée, il n'aurait pas vendu ce prix-là, près de 40 euros. Cette idée, elle était vendue 15 euros. 18 grand maximum, où elle était vendue dans un livre à 40 euros avec une quarantaine d'autres tours, mais jamais on n'aurait vendu un download 40 euros. Et honnêtement, le jeu n'a aucun intérêt. C'est un dos Mandoline Bike qui est pas du tout un dos qu'on a l'habitude de voir. Franchement, on aurait pu faire la même chose avec un Rider Back. C'est juste que comme ils ont fait une connerie avec le dos, du coup, on peut pas l'avoir en Rider Back. Franchement, le jeu n'a pas d'intérêt. Ça permettait juste de vendre plus cher. Ils ont rajouté 20 euros au prix du tour pour nous vendre un jeu qui en plus n'a pas de particularité quoi. Enfin franchement ça me fait suer de pas pouvoir dire pourquoi c'est aussi faible. Après
Ça ne remet pas du tout en question ni la qualité de l'instruction de Christian Grace, qui est exceptionnelle. Franchement, sa vidéo d'instruction, elle est très très bien faite. Il couvre tous les sujets qui doivent être couverts. Comme d'habitude, il n'est pas du tout avare en conseils psychologiques, en conseils techniques, en construction aussi de la routine, en justification d'un certain nombre de choses. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai plaisir et franchement, ça vaut le coup. Mais vraiment, le jeu n'a aucun sens, n'a aucun intérêt et ça, c'est pénible parce que du coup, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il y a quand même, au niveau de l'impression, une petite astuce. Ah, il y a la subtilité qui change tout, que j'avais même pas vu en ayant le jeu devant les yeux, donc j'imagine même pas les spectateurs qui ne le verront jamais. Mais oui, effectivement, il y a la subtilité fatale et subtile qui permet de renforcer l'illusion, soi-disant, qui renforce l'illusion si on est magicien. Voilà. Alors je veux dire, ça fait plus de 30 ans que je manipule des jeux de cartes. Je n'ai jamais vu sur aucun jeu, pourtant j'en ai maltraité, hein, mais ce genre de défaut sur une carte. Voilà, il faut vraiment avoir une personne qui a des sacrés ongles, un loup-garou, un vampire. On est d'accord, on est d'accord. Bon, je pense que ça c'est pas non plus le centre du tour, mais effectivement, cette carte qui comporte une griffure pour prouver que c'est bien la bonne carte, c'est vraiment un truc anecdotique. C'est, pour le coup, et c'est pas habituel dans les tours que fait Christian Grace, c'est vraiment une branlette de magicien, quoi. C'est le truc, il n'y a que les magiciens qui peuvent s'emmerder à trouver ça, parce que franchement, personne ne va chercher si est-ce que la carte que j'ai choisie, elle avait bien une griffure d'ongle sur tel endroit. Enfin, vraiment, ça n'a pas de sens. Enfin, je connais personne qui fait ça. Moi, mes cartes, je les maltraite comme c'est pas permis. Il y en a qui sont gondolées, il y en a qui ont des traces de flotte, et jamais personne m'a dit ah, ma carte, elle avait une trace de flotte. Enfin, et les gens, ils ont vu une carte, c'est tout. Enfin, En plus, une subtilité qui risque de même pas se voir. moi, je pense que le pire, c'est ça, c'est que la subtilité se voit pas. Une question, parce que je m'en souviens pas, j'ai pas examiné les cartes. Est-ce que cette subtilité est symétrique? Cette subtilité est asymétrique. Ah, heureusement. Ouais, elle est asymétrique. Ouais. Ouais, elle est asymétrique, donc c'est vraiment une subtilité qui pourrait être vraie sur la carte, mais vraiment, c'est la subtilité que personne ne va remarquer. Elle est tellement subtile, justement, en plus. Que personne ne la voit. Personne ne va la voir, hein, c'est clair. Ah, c'est ça qui est fort. Mais dis-moi, dans la vidéo, elle est expliquée au moins? Oui, il explique la raison d'être de cette subtilité. Il explique que ça vient d'une idée qu'il a eue lorsqu'il a vu Magic Ballet dans son magasin à New York, il me semble, hein, que son magasin est à New York, et qui faisait une subtilité du même style avec une carte signée, justement. En magie, on parle de convinceur pour le public, mais là, ça serait pas un convinceur pour magicien, surtout? C'est une pensée de magicien qui n'avait pas lieu d'être, en fait. C'est vraiment, j'ai besoin de me rassurer sur le fait que voilà, cette carte est unique, donc je vais la rendre unique par un coup d'ongle. C'est le convinceur de trop, c'est vraiment le truc qui n'a pas de sens. C'est juste pour rassurer les magiciens. D'accord, écoute, je crois que déjà, rien que la présentation m'avait pas trop emballé, et du coup, avec ce que tu me racontes, je pense que c'est un objet qu'on peut oublier, quoi. Franchement, pour le prix, oubliez-le. Attendez de le retrouver à moins 50% ou attendez que vous ayez compris comment ça marche, parce que c'est pas très compliqué. Refaites-le vous-même, ça ira plus vite et vous pourrez l'avoir en plus avec votre dos personnalisé, votre face personnalisée. Vous pourrez tout choisir. Inevitable choice, ouais, c'est carrément le truc qu'on peut éviter. On peut l'éviter. En tout cas, on peut éviter de l'acheter. Ouais. Voilà. Allez, après le Inevitable Choice de Christian Grace, il va se poser un choix cornélien à nous. Faut-il investir dans Presto Printo de Daryl ou dans l'imprimerie de Duvivier? Le match de notre épisode. Un dilemme difficile à trancher. Et pourtant, on va voir que c'est pas si difficile que ça en se posant quelques bonnes questions. Pour ceux qui ne le sauraient pas, et ça m'étonnerait à moins que vous viviez sur une autre planète, on est sur des cartes folles, et Dominique Duvivier a cette superbe routine, l'imprimerie. L'effet de base, on montre 8 dos bleus, un 10 se retourne, vous le posez sur la table, et ainsi de suite, les 4 10, et ensuite vous montrez que les 4 autres cartes, celles qui vous restent en main, ont des faces blanches, et vous les posez sous les 10. Et là commence le spectacle, les transformations. Une carte blanche est posée sur un 10, elle s'imprime, vous effacez un dos. Ouais, je ne vais pas vous faire toute
toutes les possibilités, mais c'est assez spectaculaire. À la fin, vous frottez une des cartes et elle a la couleur de votre tapis. Finalement, dans la version la plus ancienne, vous posez la carte sur le paquet, c'est le paquet qui apparaît sur la carte. La version moderne, pour se libérer d'une contrainte Bicycle, vu que les paquets ont changé, j'imagine que la solution qui a été trouvée, c'était de prendre une espèce de photo de la situation. Donc vous étalez toutes vos cartes, vous prenez une photo, vous retournez la carte, apparaît la situation, toutes vos cartes sur le tapis. Cette nouvelle version de Duvivier me paraît une moins bonne idée parce que toutes les transformations précédentes étaient basées sur le thème de l'impression. Et là, on passe sur le thème de la photographie. Presto Printo, c'est un peu le même déroulé. Vous montrez 9 cartes blanches des deux côtés, vous posez 2 rangées de 4 cartes. Et avec la dernière qui vous reste, vous l'introduisez dans un jeu, vous coupez là où la carte a été introduite, le spectateur a choisi une carte au hasard, bien entendu, et il s'avère que c'est un 10 de pique. Ce 10 de pique, vous allez le passer, comme dans la version de Duvivier, sur toutes les cartes blanches, et miracle, elles vont s'imprimer. Alors vous aurez une carte blanche qui finalement aura un dos, une carte blanche qui aura une face, une carte qui aura un dos et une face superposés. Vous aurez une carte que vous lancerez en l'air qui va tournoyer et tous les points sont dans un espèce de tourbillon. Vous aurez une carte qui n'aura pas eu le temps de sécher, donc l'encre qui se sera étalée, des points qui vont tomber parce que vous aurez tapé la carte sur la table. Une succession de transformations qui sont assez jolies. Pour toi, quelle est la meilleure version? Après, je te donnerai mon opinion. Je vais être forcément pas très objectif parce que j'ai jamais fait la version de Daryl. Je l'ai vu, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Et par contre, je fais souvent l'imprimerie de Duvivier, nouvelle version, donc avec la photographie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, au final à la photographie. Donc j'aurais tendance à dire que je préfère la version de Duvivier, même si en réalité, je préfère encore les cartes folles en elle-même, et notamment une des versions que peut proposer Jean-Pierre Valerino. L'imprimerie de Duvivier est quelque chose qui me plaît beaucoup, et le seul bémol que j'aurais mis à Presto Printo, c'est que je trouve que c'est visuellement moins riche que l'imprimerie. Voilà, je trouve ça visuellement moins attrayant. Je trouve que dans l'imprimerie, il se passe plus de choses. C'est plus, même si ce côté, c'est ce que tu disais, un peu illogique de cartes qui se retournent quand on les compte. Mais je trouve que globalement, il se passe beaucoup de choses assez improbables. C'est assez magique pour le coup, au sens vraiment onirique du terme. Je trouve que Presto Printo est moins magique dans la présentation. C'est vrai que dès le départ, on te présente des dos, donc c'est déjà assez coloré. Puis les disques qui se retournent, donc là il y a des nouvelles couleurs, il y a du rouge, il y a du noir, il y a du bleu avec les dos. Visuellement, c'est déjà plus fort dès le début, alors que l'autre, on se contente de voir que des cartes blanches. C'est moins joli. Ensuite, ce qui va s'imprimer dans Presto Printo, ce sont que des 10 noirs. Et là aussi, visuellement, même si les 10 vont se tordre, les 10 vont s'effacer à moitié, même si c'est vrai qu'il y a l'effet miroir, c'est-à-dire que le 10 qui va s'imprimer la première fois va être imprimé à l'envers, ce qui est plus logique que dans la version de Duvivier. Il n'en reste pas moins que l'absence de toutes ces couleurs rendent les choses moins attractives visuellement. Et puis, la version de Duvivier, tu termines avec 2 cartes avec une face blanche. Celle du départ et celle pour laquelle tu as effacé un dos, tu l'as transformé en dos blanc. Alors que si tu réfléchis bien, la version de Daryl, tu termines avec 8 cartes qui ne sont imprimées que d'un seul côté. Et je trouve ça dommage. Parce que là, dans la version de Duvivier, on peut se dire, je peux pas aller plus loin parce que j'ai pratiquement tout utilisé. Dans la version de Daryl, on pourrait se dire, attends, je reste sur ma fin parce que, en fait, encore 8 faces, tu pourrais imprimer encore 8 faces, alors qu'on sait que pertinemment, c'est pas possible. Donc voilà, ce qui me gêne, c'est que tu as encore 8 possibilités que tu n'exploites pas pour des raisons techniques évidentes, alors que dans la version de Duvivier, tout semble exploité et tu peux pas aller plus loin et tu termines ta routine de manière logique. Au-delà de ça, j'aurais envie de dire même que le spectateur étant beaucoup plus intelligent que ce qu'on lui prête en général, il se doute bien qu'on n'imprime pas les cartes en live. Et il se doute bien que les cartes étaient déjà imprimées comme ça avant le début de la routine. Et donc, pour lui, à la fin de la routine, ce qui est fort, c'est pas qu'on ait imprimé des cartes, parce qu'il est tout à fait conscient qu'on ne l'a pas fait, c'est qu'il n'ait pas vu qu'elles étaient imprimées auparavant. Et dans le tour de Duvivier, les cartes qui sont montrées au départ ont toutes des dos et toutes des faces blanches. Or, à la fin, il n'y a que 2 cartes qui ont des faces blanches, et le reste, elles ont soit des dos, soit des faces, mais elles sont beaucoup plus variées.
Il y a notamment des éléments qu'on n'avait pas pu voir auparavant et qui sont même pas des cartes en fait, notamment l'imprimerie le fait que le tapis soit imprimé sur le dos d'une carte ou que l'ensemble des cartes soit imprimé. Or, dans la version de Darryl, étant donné que tu as 8 cartes avec des faces blanches, on peut tout à fait comprendre comment tu aurais pu masquer des faces de cartes parmi 8 dos blancs. Je trouve que l'effet magique, l'effet de la manipulation que le spectateur comprend tout à fait, il comprend qu'il y a eu une manipulation, il dit bah ok, c'est facile d'avoir manipulé des cartes pour pas que je vois les faces quand j'ai 8 dos blancs. Alors que dans l'autre côté, il y a quand même que 2 faces blanches pour 8 cartes imprimées, 9 cartes imprimées, ce qui est en termes de manipulation, ce qui paraît plus dur. Je ne dis pas que c'est plus dur, mais je dis que ça paraît pour un spectateur plus compliqué de masquer ça. Les comptages qui sont utilisés par Dominique Duvivier donnent une fluidité, créent une impossibilité, alors que ce qui est utilisé dans la routine de Darryl sont des retournements, et effectivement, comme tu le disais, ça donne pas une très grande illusion. On arrive à se douter qu'on nous a caché quelque chose. Alors qu'avec un comptage Hamann bien fait, ça devient un peu plus compliqué. Je voudrais juste rectifier une chose que tu as dite, c'est que ce sont pas 8 faces blanches. Hein. On montre 8 dos bleus et ensuite on fait apparaître les 10. On montre que 4 faces blanches. Mais il en reste pas moins qu'il y a des choses qui s'effacent et que à la fin, tout est imprimé. On pourrait prendre un élément très concret qui est celui du prix. Quand je vois que la version de Darryl qui comporte 8 cartes spéciales plus une carte blanche est vendue presque 38 €, alors que la version de Dominique Duvivier avec 8 cartes est vendue 14,50 €. Il y a de l'inflation dans le papier. Je sais que les matières premières augmentent, mais enfin à ce point-là, surtout que de mémoire, les premières versions qui ont été commercialisées par Darryl, lorsqu'il était encore vivant, elle valait dans les 23 €. Donc de 23 € à 38. On a une belle augmentation de prix pour compenser le packaging, certainement. Et le marketing autour d'un tour qui a déjà été bien poncé et reponcé. Je pense clairement que c'est trop cher pour ce que c'est. La routine est bonne. On peut avoir une préférence pour la routine de Dominique Duvivier. Je pense que ça reste une très bonne routine, celle de Darryl. Elle apporte des choses différentes, mais franchement, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Quand Duvivier propose sa routine à 15 €, un peu moins de 15 €, on est dans le juste. Dans le match Darryl, avec tout le respect qu'on doit à ce magicien qui a disparu, dans le match qui l'oppose à Duvivier, je dirais que c'est Duvivier qui gagne par KO. Moi, je serais assez d'accord sur l'idée. Pour moi, je continuerai de faire l'imprimerie et je continuerai de renouveler mes cartes de l'imprimerie lorsque j'en aurai besoin à un tarif bien plus abordable grâce au prix proposé par Dominique Duvivier. Sur cet accord, je te propose qu'on débatte des programmes de fidélité que les boutiques nous proposent. Quelles sont les boutiques déjà chez nous qui proposent des programmes de fidélité? Toutes les boutiques ne proposent pas de programme de fidélité. Alors traditionnellement, ces programmes, c'était surtout des points accumulés lors d'achats, points pouvant être échangés contre des réductions. C'est un système que l'on retrouve chez CC Magic par exemple. Ensuite, il y a eu un système nouveau, celui de la carte payante. C'est, me semble-t-il, Marchand de Trucs, avec sa carte Prestige, qui est venu le premier avec ce concept. Une carte vendue 20 €, valable 1 an et donnant le droit à une réduction de 10%. Il existe aussi des systèmes hybrides que l'on trouve notamment chez Big Magie, qui à la fois propose un programme gratuit de cumul de points et une carte du même montant, 20 €, de la même durée 1 an, pour les mêmes réductions 10%. Avec un petit avantage supplémentaire, c'est que vous avez l'accès à quelques vidéos. Et puis finalement, Magic Dream, qui met fin à son arlésienne. Je dis arlésienne parce que leur programme de fidélité, c'est comme ce personnage de théâtre, quelque chose dont on parle depuis longtemps mais qu'on ne voit jamais. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, alors que la sortie était prévue pour le 28 février, mi-mars, on n'a toujours rien de concret. Rien de concret mis à part l'annonce. De quoi s'agit-il? 2 cartes. Une carte MD, vendue 20 €, valable 1 an, donnant le droit à 10%. Un programme assez classique. Mais là, il y a une vraie nouveauté avec la carte MD+. Elle, c'est un abonnement.
un abonnement par mois à moins de 10 euros. Il existerait une formule de 1 an avec un prix un peu modéré. Alors, à quoi ça donne droit? D'un point de vue réduction, c'est 10% sur le catalogue, 15% sur les produits de la gamme Magic Dream, des ventes privées, des vidéos sur le groupe secret en exclusivité, une surprise qui n'a pas encore été annoncée, et surtout une conférence par mois. Et du coup, on se retrouve avec donc des programmes de fidélité qui offrent des réductions pour la plupart, assez peu qui offrent des points de fidélité réellement. En fait, il n'y a plus trop de cumul de points, c'est plutôt je profite immédiatement de mes réductions à partir du moment où j'ai la carte. Pourquoi pas? C'est une autre façon d'aborder la fidélisation. Et là, on a un acteur qui arrive et qui dit on peut aller encore plus loin contre effectivement un investissement supplémentaire pour les utilisateurs en leur proposant aussi des contenus additionnels. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on est toujours dans le programme de fidélité? Est-ce qu'on n'est pas finalement presque dans un programme de souscription à des conférences qui donnent droit à des réductions? Enfin, du coup, on mélange un peu les genres. Il y a une vraie question à se poser sur jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on va faire avec ces programmes, est-ce que c'est bien rentable de souscrire à ces programmes? On pouvait se dire, tiens, 20 euros à l'année, c'est rentable parce que, sur tous les achats que je vais faire dans l'année, je vais m'y retrouver. Mais là, 9,90 € par mois ou 10 € par mois, c'est plus le même montant. À l'année, c'est quand même 6 fois plus. Donc a priori, est-ce que je vais m'y retrouver? Alors peut-être avec les conférences, certainement avec les conférences pour ceux qui les regardent. Si tu es un gros consommateur de conférences, c'est assez avantageux parce qu'une conférence à 10 euros, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, avec des réductions, ça peut devenir intéressant. D'autant plus que tu n'es pas obligé de prendre la carte tous les mois. Tu peux stopper 1 mois, 2 mois et puis reprendre ensuite. Si on met à part Magic Dream et qu'on repart sur ce principe de carte de fidélité payante, il y a quand même, au fond, quelque chose qui me gêne. Parce que je me demande, est-ce qu'on récompense la fidélité du client ou est-ce que, en le faisant payer, on s'assure de sa fidélité parce qu'il va acheter chez vous pour rentabiliser son achat? En payant cette fameuse carte, est-ce que c'est pas un fil qu'on se met nous-mêmes à la patte? C'est quelque chose qui est très connu, de dire, voilà, on va acheter la fidélité, c'est même pas acheter la fidélité, c'est faire payer la fidélité pour qu'elle soit effective. Alors en général, on essaye de la rendre plus attractive que ce qui était auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, on disait, oui, tu vas cumuler des points, et puis quand tu auras eu tous tes points, tu pourras avoir un cadeau dans le catalogue. Ça valait peut-être moins que ce que tu as en achetant pour 20 € ta carte de fidélité. Mais le final, on le sait, c'est pour lier les gens à la boutique. Et c'est le principe d'un programme de fidélité. Un programme de fidélité, c'est quelque chose qui t'oblige à être fidèle. Donc, on ne peut pas reprocher ça aux boutiques, puisque c'est la fonction même d'un programme de fidélité. Si on ne veut pas être fidèle, il ne faut pas souscrire à un programme de fidélité. Ça pose une autre question. Je suis consommateur et j'achète un produit. Je suis en droit de me demander, est-ce que je le paierai pas 10% trop cher? C'est compliqué de dire parce qu'une boutique te fait bénéficier d'un programme de fidélité, c'est qu'elle vend 10% plus cher à tout le monde. C'est peut-être qu'elle s'assoit sur un peu de sa marge pour ses clients fidèles, en échange de ce qu'ils ont payé. C'est compliqué de savoir, est-ce que finalement c'est nous qui payons le bon prix et tous les autres qui ne payent pas le bon prix, ou est-ce qu'on paye vraiment un meilleur prix que les autres? On se doute bien que les boutiques, comme toutes les entreprises, font pas leur business par charité et ont besoin de faire vivre la boutique, les collaborateurs qui travaillent derrière. Donc c'est complexe parce que ça voudrait dire être capable de définir ce qu'est un bon prix pour un produit, ce qui est le vrai prix d'un produit. Et ça, on sait tous que c'est impossible. A priori, en magie, ces derniers temps, je pense que les boutiques elles se sont bien concertées pour savoir ce qu'est le bon prix. Parce que je ne vois pas beaucoup de différence entre un article acheté chez l'un ou un article acheté chez l'autre. Je me souviens d'une époque où les prix étaient beaucoup plus fluctuants d'une boutique à l'autre. Mais quand un produit arrivait sur le marché, c'était pas 37,90 chez l'un, 37,90 chez l'autre, et le même prix chez le troisième. J'ai pas encore vu au dos des paquets de cartes et de tours prix minimum conseillé. Au bout d'un moment, je ne sais pas comment ils font leur prix, mais en tout cas, ils doivent bien se concerter. Alors, où il y en a un qui regarde, alors le premier qui l'a mis en ligne, 37,90, tiens, je vais faire pareil. Les calculs sont vite... On a vite résolu le problème des calculs de marge, si tu veux. Bon, ceci étant dit, une personne qui vient chez toi et qui dépense régulièrement plus de 200 €, parce que 200 €, c'est le prix qu'il faudrait mettre au minimum pour rentabiliser ta carte. Une personne donc qui n'aurait pas acheté sa carte et qui dépenserait pour beaucoup plus de 200 €,
Et il serait pas un client fidèle, celui-là? Donc le client fidèle, ça serait celui qui forcément aurait acheté une carte? Je pense pas qu'on puisse alors, on n'appelle plus ça un programme de fidélité, il faut trouver un autre nom. Le programme de fidélité tel qu'il est proposé aujourd'hui, il a vocation à jouer sur ce qu'on appelle la lifetime value d'un client. Donc en gros, la valeur à vie d'un client. La valeur à vie d'un client, c'est quoi? C'est ce que nous rapporte un client sur la durée où il est client chez nous. Et donc, quand on est une boutique, contrairement à des systèmes par abonnement, quand on est une boutique, on sait que nos clients, ils vont dépenser à peu près tant d'euros par an chez nous. C'est une moyenne, on sait le panier moyen, on sait le nombre de commandes qu'ils font par année, donc on peut déterminer ce qu'ils nous rapportent chaque année. Et donc, cette carte de fidélité, elle a vocation à essayer de pousser chacun des utilisateurs qui va la posséder à dépasser cette LTV, cette lifetime value, pour du coup rendre le compte client, donc le client en question, plus dépensier que ce qu'il n'aurait été d'habitude, et donc nous permettre de faire plus de chiffres. Donc après, il n'y a pas beaucoup de façons autres que ça de faire en sorte que les gens dépensent plus, si ce n'est en leur disant si tu es fidèle chez nous et si tu reviens souvent, du coup on va tout le temps t'appliquer une réduction. Le système de points, c'est une réduction rétroactive. Oui, le système de points était plus intéressant. Le système de points, il avait un élément qui était en sa défaveur. Enfin, il y en a même deux des éléments en sa défaveur. C'est qu'il ne permet pas la réelle fidélité, puisque quand il est gratuit, tu peux aller dans toutes les boutiques et cumuler des points. Alors que quand tu as payé ta carte, tu ne vas pas aller dans les autres boutiques, puisqu'il faudrait que tu repayes une autre carte. Donc en fait, ce système de carte payant, il fait que tu es beaucoup plus captif des boutiques. Tu as moins de chances d'être volatile. Et en plus, elle a un autre avantage, c'est qu'elle te permet de récupérer un peu d'argent. Volatile, je crois excuse-moi, c'est le bon mot, hein, parce que je me sens un peu le dindon de la farce. De toute façon, tous les programmes de fidélité vont vers ça, sortent de ce système de points gratuits. Quasiment de plus beaucoup d'enseignes qui sont là-dedans. Beaucoup d'enseignes sont sur des systèmes de fidélité qui sont des systèmes de fidélité payants maintenant. D'abord, quand tu souscris à un programme comme ça, ce qu'il faut s'assurer, c'est que la boutique t'offre suffisamment de choix pour que tu puisses profiter. Tu vas payer 20 €, il faut au moins que tu puisses acheter pour 200 €. Si tu arrives dans une boutique et que tu es obligé de chercher pendant des heures et des heures pour trouver un truc à acheter, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Effectivement, tu vas avoir tendance à dépenser plus que 200 € pour te dire, là, je commence à gagner de l'argent. Le vrai problème, est-ce qu'il ne vient pas du fait que toutes les boutiques proposent les mêmes choses? Étant donné qu'elles proposent les mêmes choses, elles ont intérêt à trouver un argument pour que tu viennes dépenser chez eux plutôt que chez leurs petits copains. Tout à l'heure, tu parlais de volatilité. Eh bien oui, on peut aller à droite et à gauche parce que tout le monde propose la même chose. Et non seulement tout le monde propose la même chose, et en plus, ils le proposent, comme je l'ai déjà dit, au même prix. Donc je me dis peut-être que en fait ce que tu achètes, ce que tu crois être un cadeau, c'est parce que le commerçant derrière il s'est dit je rajoute 10% aussi. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que je pense qu'il y a une vraie grosse entente des prix, soit réelle, c'est-à-dire qu'ils se copient les uns les autres, soit imposée aussi par les distributeurs. Il ne faut pas ignorer le fait que les distributeurs, et notamment Murphy's à mon avis, collent des gros coups de pression aux marchands pour qu'ils vendent à un certain prix. Je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre, je dis que les deux peuvent exister, mais que effectivement cette entente sur les prix, elle pèse sur la concurrence et du coup elle rend effectivement les programmes de fidélité un peu vains parce que finalement tout le monde propose la même chose au même prix avec les mêmes programmes de fidélité. Donc, on va revenir sur un marché qui sera tout le monde vend la même chose au même prix. Mais il y a objectivement un manque total de compétition. Malgré tout, la concurrence est toujours bon pour le marché. C'est bon pour les consommateurs. Ça permet aussi aux boutiques de ne pas s'installer dans une routine, de se remettre en question, d'innover. Je suis assez d'accord et je pense qu'il faut qu'on continue et il faut qu'on essaye aussi de favoriser les différentes boutiques qui peuvent exister. On a parlé des 3 ou 4 principales en France, mais il y a peut-être d'autres plus petites boutiques. On a parlé en tout début du Petit Magicien. On n'a pas cité Abracadabraise, qui est une petite boutique aussi physique et en ligne. Donc, oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petites boutiques qu'on devrait favoriser. Et puis, on devrait aussi s'intéresser, c'est un sujet qu'on a déjà traité, à l'achat en direct auprès des créateurs pour leur permettre à eux aussi, les créateurs, de tirer leur épingle du jeu d'une meilleure façon. Donc, je pense qu'on devrait tous être, en tant que consommateurs, acteurs de notre écosystème en sachant privilégier parfois les circuits courts, parfois les boutiques. Achetons de manière multiple et non monocentrée pour cultiver la concurrence.
Sur ce, écoute, je te propose qu'on passe sur une routine bien intéressante. Parce que ça m'a bluffé, et puis c'est un thème qui nous replonge un peu vers l'enfance et tous nos sens. Une déclinaison d'un tour connu par Dan Harlan. Donc ce tour s'appelle Mental Block. Il reprend le principe du Mental Cube. Et donc c'est un cube en bois sur lequel il y a des faces différentes, de couleurs différentes, avec des formes différentes, avec parfois des chiffres, parfois des lettres. Toutes les actions sont faites par le spectateur. Pendant que le magicien a le dos tourné dans une autre pièce, peu importe. Il prend son cube, il choisit la face qu'il veut voir, il la met dans la boîte et il ferme la boîte avec le couvercle. Quand le spectateur rend la boîte au magicien, le magicien est capable d'annoncer la face du cube. L'effet peut être répété et c'est toute l'intelligence de la construction de la routine de Dan Harlan qui propose au spectateur de refaire l'expérience plusieurs fois d'affilée et à chaque fois en changeant le sens qu'il va utiliser pour deviner la face du cube choisi. Donc, il utilise ses 5 sens pour arriver dans un espèce de crescendo d'impossibilité jusqu'à une dernière phase où le cube en bois, lorsque il fait la dernière révélation par le goût, le cube disparaît de l'intérieur de la boîte comme s'il l'avait réellement bu. Donc, le spectateur se retrouve avec une boîte vide entre les mains. Et pour terminer, il lui propose une dernière phase de la routine où le spectateur va pouvoir mettre à l'intérieur de la boîte un objet et il va pouvoir deviner ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Là, on a le droit à une vraie routine avec des vraies explications. Ça se passe comment ? Alors là, effectivement, on a une vidéo qui nous présente déjà la routine en conditions réelles et vraiment la routine sans aucune coupure. Donc ça, c'est toujours agréable de voir comment c'est performé pour des vrais spectateurs en conditions réelles. Et ensuite, il y a une explication qui est tournée en studio où Dan Harlan nous explique les phases une par une, le script. Il donne même quelques conseils sur comment est-ce qu'on peut gérer certaines situations, notamment donc comment est-ce qu'on gère le fait d'être entouré par un certain nombre de spectateurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de problème d'angle, mais c'est vrai que d'avoir des spectateurs dans le dos, ça peut poser souci à un moment donné. Donc, comment est-ce qu'on part à ça ? Puis le script global de la routine, donc il y a une vraie explication du début à la fin. Donc, non, c'est un vrai plus et je trouve que la construction de la routine en elle-même est un petit bijou qui mérite à lui seul l'investissement. Tu sais, moi, à quoi j'ai pensé en voyant la bande-annonce ? Je me suis dit, Dan Harlan, il s'est pas cassé la tête. Il a repris un vieux truc, le Telepathic Dice, et j'avais pensé à ça. Puis je me suis dit, non, il y a un truc qui colle pas. Le dé, il est beaucoup plus profond. Tout. Il y a un truc qui va pas. Et quand j'ai vu comment tu l'as fait, je me suis dit, mais en fait, c'est encore plus bête, mais c'est encore plus génial, quoi. Parce que c'est assez étonnant chez les magiciens. Quand on se fait avoir par des choses assez simples, on est agréablement surpris parfois. C'est peut-être le point que je voulais noter sur ce tour-là, c'est que je pense que ça peut être une déception pour certains. Je m'explique, le cube en bois est normal, la boîte en bois est normale, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de gimmick, ce n'est que de la... Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de flap, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de fil invisible, il n'y a pas de double fond, c'est que de la manipulation. Pour les gens qui connaissent le Mental Cube, et donc c'est vraiment un vieux tour qui a été repris tel quel par Dan Harlan, la seule chose qu'il a amené, c'est cette routine et cette construction de la routine qui est vraiment intéressant. Mais je pense que certains pourraient être déçus et du coup se dire « Ah ouais, c'est que ça en fait ». Et en réalité, moi, c'est ce qui m'a plu dans ce tour. Et alors, je pense que quand tu es un worker, ce qu'on appelle les workers dans le domaine de la magie, c'est encore mieux parce que il n'y a rien en fait, il n'y a rien à voir. Les spectateurs ne verront rien. D'ailleurs, tu leur donnes la boîte, tu leur donnes le couvercle, tu leur donnes le cube, ils prennent, ils regardent, ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur, ils mettent leurs doigts, ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Cette émission va être censurée. Et à la fin, tu arrives quand même à deviner. Et il y a un petit côté gonflé quand même. Parce que le faire une fois, ok. Le faire 5 fois, c'est quand même assez gonflé, non ? Quand tu le fais la première fois, ok. Deuxième fois, troisième fois. Mais les 2 dernières fois, tu te dis pas, les mecs, ils vont me griller au bout d'un moment ? Ben justement, alors le côté bold, il est génial, parce que c'est vraiment gonflé du début à la fin. Chaque étape referme la porte de ce qui aurait pu être cru à l'étape d'avant. Et donc à la fin, tu te retrouves à te dire, mais en fait, c'est pas possible. En fait, à chaque fois que j'ai pensé à un truc, ça a été annulé par la phase d'après. Et donc, je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est pas ça. Alors, du coup, c'est peut-être ça. Et la fois d'après, c'est toujours pas ça. Et en fait, au final, ça devient complètement impossible. Tu fermes les portes au fur et à mesure. Et au final, tu ne fais que faire la même chose. Mais c'est juste que comme tu le fais pas de la même façon, pour lui,
c'est pas possible. J'ai beaucoup aimé l'objet, ce petit cube en bois. Il y a un petit côté authentique, parce que tu disais que tu avais hésité peut-être à le modifier avec des symboles ESP, et j'ai envie de te dire, non, fais pas ça, parce que c'est tellement pas magique que je pense que pour les spectateurs, ça devient intéressant. C'est un objet qui t'aurait appartenu, alors c'est dans le script, mais c'est complètement réaliste, alors que si tu en faisais un objet magique en te disant, moi, je vais me mettre que sur les couleurs ou des symboles ESP, je pense que tu gâcherais tout, quoi. Je suis d'accord avec ça. Je trouve que l'objet anodin est intéressant parce que pour le coup, c'est pas un objet magique. Par contre, je peux comprendre que pour certains, ce soit compliqué à intégrer. Un cube pour enfants, c'est pas forcément un objet que tout le monde voudrait avoir sur soi. Enfin, je peux comprendre que des gens soient pas à l'aise avec cet objet-là. Et du coup, j'ai vu des personnes le customiser. Après, la question est effectivement, est-ce qu'on va pas rentrer trop dans l'accessoire trop magique? Mais je peux comprendre qu'on soit pas à l'aise avec le design de cet objet. C'est un objet en bois qui est sympa. Et si j'ai bien compris, le prix, il n'est pas exorbitant. Quand on voit certains prix de paquets de cartes à 40 €, là, on est en dessous des 35 €. C'est ça, on est à 34,90 ou 35. Donc oui, clairement, c'est hyper abordable, sachant que la routine, quand tu l'as fait, tu tiens 10 bonnes minutes avec cet objet-là. Et puis, tu as joué avec tes spectateurs, tu t'as raconté des vannes, parce qu'il y a des vannes à faire sur les faces, sur les couleurs, sur les machins. Donc, du coup, tu as vraiment un truc qui te tient en haleine avec une vraie montée dramatique, un vrai crescendo, pour un prix qui est hyper abordable. Je trouve que ça sort aussi des sentiers battus, des cartes et des pièces. Donc oui, j'aime beaucoup. C'est une des raisons. Je pense qu'en plus, c'est un tour que tu peux faire à plein de gens, et à des enfants, et à des adultes. Les adultes, ils sont aussi impressionnés, pas pour la même chose, mais ils sont aussi impressionnés. Donc, du coup, c'est vraiment un tour que tu peux utiliser dans plein d'occasions différentes. Pour terminer dessus, je pense que ce serait intéressant pour les magiciens et les mentalistes qui cherchent à améliorer leur magie de se poser quelques instants pour décortiquer cette routine, la façon dont il a créé cette routine, qui est une routine qui peut paraître très répétitive, hein. Vraiment, on pourrait se dire, c'est pénible. Ok. Eh bien, on espère que ce 9e épisode du Fougou vous aura plu. On a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et à parler de ces différents tours. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou en message privé ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des tours. Et si vous avez envie qu'on parle de certains tours en particulier, c'est pareil. Mettez-nous un petit message et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Et on vous donne rendez-vous pour le 10e épisode qui sera un épisode spécial. Eh bien écoute, Vincent, j'ai hâte d'y être. Alors je te donne rendez-vous à très bientôt. À très bientôt, Olivier.